Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Mon premier sujet a fait la une du Canada français la semaine dernière. C'est une histoire de résilience absolument incroyable. Mon invité a combattu une névralgie du nerf trijumeau. Elle veut sensibiliser les gens justement sur cette maladie. Il s'agit de Salomé Tabac qui est mon invité. Salomé, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir. D'abord, la première question, elle n'est pas banale dans ton cas. Comment ça va? Ça va bien. Chaque jour est différent. C'est sûr qu'après avoir vécu quelque chose comme ça, moi, je trouve que je vais très bien juste parce que je suis encore ici et je suis capable justement de parler de mon expérience. Bon. On va parler d'abord de cette maladie-là qui est très peu connue, la névralgie du nerf trijumeau. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, la névralgie, dans n'importe quel sens, c'est une maladie qui va toucher à un nerf. Et la maladie du nerf trijumeau, c'est la névralgie du trijumeau. Et puis, dans le cerveau, on a des nerfs crâniens différents et le trijumeau, c'est un des plus grands nerfs qui va venir toucher toute la sensation du visage. Donc, on a 3 branches. C'est pour ça que ça, c'est souvent le symbole de cette névralgie-là. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est tu peux avoir différentes choses qui vont déclencher les douleurs qui sont associées avec cette maladie-là. Et une des choses, ça peut être une compression du nerf. Donc, ça peut être un vaisseau sanguin, comme un artère ou une veine qui va venir mettre de la pression sur le nerf. Mais c'est sûr qu'il peut aussi avoir un virus qui va venir déclencher cette maladie-là. Bon. Toi, les symptômes sont apparus comment? Des douleurs au visage? Oui. Moi, comment que ça s'est commencé? C'est qu'en décembre 2023, j'étais en train de finir ma session à l'université. Et puis, j'écrivais mes examens finaux et j'étais très stressée. Et tout d'un coup, d'un jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des douleurs. C'était pas aussi fort que c'est devenu éventuellement, mais je croyais que j'avais peut-être une carie ou un abcès. Et une de mes meilleures amies, elle est dentiste, donc je lui ai demandé si c'était des symptômes qui pourraient être associés à ça. Et elle m'a dit oui, mais je trouvais ça vraiment étrange parce que je venais d'aller au dentiste il n'y a pas trop longtemps et on m'avait dit que tout était correct. Donc ça, c'est comment que ça a commencé. OK. Donc, et après ça, ça s'est intensifié. Donc, il y a des tests qui ont suivi. Le diagnostic est arrivé quand exactement de la névralgie? Environ 3 semaines après que les douleurs ont commencé. Je suis allée au dentiste. Après mon dernier examen final que j'ai écrit cette session-là, je l'ai écrit avec une compresse chaude sur mon visage. C'est un examen de 3 heures. J'ai pleuré tout le long de mon examen. Et aussitôt que c'est terminé, ma sœur est venue me chercher puis je lui ai dit « Amène-moi au dentiste, il y a quelque chose de pas correct ». Puis les dentistes, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont envoyé à l'urgence. Et puis c'est là que j'ai eu mon diagnostic. OK. Comment tu l'as accueilli, ce diagnostic-là, justement? Parce que là c'était pas simplement un mal de dents. Là. On a diagnostiqué quelque chose de plus grave. Là. Moi, j'étais soulagée parce qu'on avait trouvé le problème, c'est ça? Pas juste ça, mais je m'en doutais que j'avais ce problème-là. Oui, c'est une maladie rare, mais je comprenais que tous mes autres symptômes que j'avais s'enlignaient vers ça. Oui, puis non, parce qu'il y a 2 types de névralgie, puis moi, j'ai la type 2 qui est plus rare et c'est quand on ne rentre pas nécessairement dans les symptômes normaux. Mais je m'en doutais, puis quand on m'a donné le diagnostic, j'étais comme, OK, maintenant, je sais c'est quoi qu'ils font pour traiter cette maladie-là. Je vais pouvoir ne plus être en douleur. Bon. Mais au moment du diagnostic, donc, et à aujourd'hui, il s'est écoulé 2 ans. Oui. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, le diagnostic est arrivé, mais là, quand même, parce que tu as été opéré tout récemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Des tests, des médications? Comment ça se passe? Donc, c'est les seuls examens qu'ils peuvent vraiment faire pour ça, c'est des IRM pour voir s'ils sont capables de voir dans l'imagerie la compression du nerf.
Mais sinon, c'est vraiment juste du traitement avec de la médication. Okay. Il y a beaucoup de médicaments différents qui peuvent utiliser pour essayer d'atténuer les douleurs, donc des antispasmétiques, des anticonvulsants. C'est beaucoup de médications du système nerveux, puis c'est des médications très fortes avec beaucoup d'effets secondaires. Mais pour environ presque la première année, je prenais seulement un médicament et j'avais plus de douleur. C'était comme si j'étais anormale. Bon. Mais ensuite, en novembre de 2024, la douleur a commencé à augmenter d'un jour au lendemain. Et puis, la médication que je prenais ne fonctionnait plus. C'était plus assez. Bon. Et ça amène donc presque une autre année avant une opération que tu as subie au cerveau en octobre dernier. Oui. Qu'est-ce qui a amené justement à cette opération et depuis, comment ça va? OK, c'est un petit peu une longue histoire. Je vais essayer de faire ça vite. Mais on a du temps. en bref, c'était la pire année de ma vie. Ouais. En même temps, c'est une année que j'oublie un peu vu que j'étais tellement médicamentée que c'est un petit peu flou. Mais mon neurologue a essayé plein de pilules différentes pour essayer de le traiter. Et puis, j'ai été rendue que j'avais perdu 20 livres parce que j'étais plus capable de manger ni boire à cause de la douleur. Je me suis fait hospitaliser plusieurs fois pendant une semaine et demie, des fois moins long, pour qu'on essaye de trouver de la médication qui fonctionnait jusqu'à temps que moi puis ma mère, on dise au neurologue je peux plus faire ça, on doit aller à la prochaine étape qui est la chirurgie. C'est là que j'ai rencontré ma neurochirurgienne, le docteur Fournier-Gosselin, un humain absolument incroyable qui m'a sauvé la vie. Et puis, elle m'a conté c'est quoi les traitements qui sont disponibles. Il n'y a pas juste la chirurgie, mais il y a des traitements de gamma-knife ou des injections. Il y a toutes sortes de choses, mais elle m'a dit, pour la souffrance que tu as et l'âge que tu as, parce que moi, je suis très jeune pour avoir cette maladie-là, elle dit, je veux pas perdre du temps avec les autres traitements, puis on va aller avec la chirurgie directement. Avec la chirurgie. Ouais. Donc ça, cette chirurgie est arrivée en octobre dernier. Oui. En tout cas, c'est une opération au cerveau, donc c'est pas simple, c'est pas une petite opération. Non. Je te vois aujourd'hui, là, tu récupères très, très bien là, de cette opération-là. Là. Oui. J'ai une très bonne récupération parce que j'ai vraiment pris le temps de me reposer. Ouais. Après avoir eu une année tellement mouvementée où mon corps était tellement stressé, avoir pris Puis moi, je suis quelqu'un qui est jamais capable de s'asseoir puis de rien faire. Là. Je suis une personne qui a beaucoup très active. Très active. Moi, j'allais au gym 5 fois semaine. J'ai un compte Instagram où ce que je montre aux gens comment aller au gym, comment être en santé, bien manger, des choses comme ça. Alors pour moi, de vraiment m'asseoir, de rien faire, ça... Puis déjà que j'étais en santé avant que j'ai eu tous ces problèmes-là, ça m'a vraiment aidé à me récupérer. Parce qu'au moment où tu as été diagnostiquée, donc tu étais aux études? Oui. C'est ça, en médecine, je pense? Ou, Je ne suis pas en médecine. Mais c'est ce que tu voudrais faire. C'est ça que je veux faire éventuellement. Je viens de finir mes applications justement quand j'étais à l'hôpital après ma chirurgie. Mais là, je finis ma maîtrise en ce moment. Il me reste quelques petites choses à envoyer vu que j'ai dû mettre des trucs sur pause après ma chirurgie. Mais je fais une maîtrise en chirurgie expérimentale et oncologie. Donc, moi, je fais des études en cancer. C'est ça qui m'intéresse bien. Les cancers rares, les sarcomes. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment intéressé par n'importe quelle maladie rare. Puis, c'est peut-être pour ça que j'ai été prise avec cette maladie-là, mais on ne le sait pas, hein? Parce que là, il a fallu que tu mettes beaucoup de choses sur pause durant ces 2 années-là là, qui ont été difficiles pour toi, là. En fait, non. Non? Moi, je suis quelqu'un qui est tellement... Tu as voulu quand même continuer à avoir une vie normale malgré tout?
j'ai commencé ma maîtrise 6 mois après mon Ah bon? diagnostic. Ouais. Moi, j'ai fini mon bac en anatomie et biologie cellulaire à McGill. Puis après ça, j'ai commencé tout de suite ma maîtrise. Et donc, j'ai commencé et fini ma maîtrise durant tout ce temps-là. Quand on parlait de résilience en début d'entrevue, ben c'est ça, parce que beaucoup de gens auraient pu se concentrer uniquement sur la guérison, sur se refaire une santé. C'est pas ce que tu as fait. C'est que je savais que moi, j'avais besoin de ma maîtrise pour pouvoir continuer dans mes études. Et moi, mon but, c'est vraiment de devenir médecin et de pouvoir aider les gens. J'ai toujours voulu être médecin parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé dans ma vie. Et ça m'a vraiment mis dans la scène de les hôpitaux et de voir exactement comment ça fonctionne. Et je me suis toujours dit, moi c'est là que je veux être. Et j'ai reçu tellement d'aide dans ma vie que je veux être capable de redonner cette aide-là. Donc, j'ai pas voulu rien mettre sur pause, malgré que peut-être que j'aurais dû. J'ai eu beaucoup de difficultés et ça m'a rendue encore plus fatiguée. Mais comme j'ai dit, je suis pas capable, moi, de mettre les choses sur pause. Bien, en fait, on en a une preuve et si tu nous permets, on va montrer le visuel. Tu as participé à un événement à Mont-Saint-Grégoire peu de temps après ton opération. Oui. C'est vraiment fantastique, là. Tu as marché 1 kilomètre peu de temps après. Peut-être nous parler du contexte de cet événement-là. OK. Donc, c'était pour le Petit Fest au Mont-Saint-Grégoire. C'était une levée de fonds pour les activités de la municipalité. Puis moi, j'ai grandi et j'ai vécu au Mont-Saint-Grégoire la majorité de ma vie. Je suis très fière de mon petit village. Et donc, quand j'ai appris que ma mère allait le courir, c'était 3 semaines après ma chirurgie environ, mais la fin de semaine avant, j'ai dit à ma mère, moi, je vais marcher le 1 kilomètre. Puis ma mère a dit, Salomé, t'es même pas capable de marcher. Puis j'ai dit, bien, c'est dans une semaine, je vais avoir le temps de me pratiquer pour aller marcher le 1 kilomètre. Puis ma mère, elle a dit, non, tu fais pas ça. Puis le matin de le Petit Fest, ma mère, elle m'a surprise avec un dossard pour elle, pour ma sœur et pour mon demi-père, pour qu'on puisse toutes le marcher ensemble. J'avais ma petite marchette et ça a été le 21 minutes le plus long de ma vie. Ouais. J'ai marché très lentement. Mais peut-être les plus longs, mais peut-être les plus satisfaisants aussi, parce que là, tu franchissais une étape quand même importante. Oui, mais j'ai été vraiment contente de l'avoir faite, pas juste pour moi-même, mais parce qu'il y avait 2 autres dames qui étaient là aussi, qui étaient en marchette. Et quand ils ont vu que moi, j'allais marcher ce 1 kilomètre-là, les 2 elles se sont levées aussi parce qu'elles se sont senties motivées par moi. Et on a forgé une petite alliance durant ce temps-là. Et ça m'a vraiment rendu chaud au cœur de pouvoir voir que j'étais capable d'aider d'autres personnes qui étaient dans des situations similaires que moi. En terminant, pourquoi c'est important pour toi là, de faire la sensibilisation de cette maladie-là? Je connais beaucoup de personnes dans ma vie qui sont touchées par des maladies où ce que le seul symptôme, c'est la douleur. Et c'est des maladies qui sont tellement mal entendues. C'est tellement facile de se dire « Ah, c'est rien, c'est pas important, il exagère quand que c'est quelque chose qui est juste douloureux. » Quand que quelqu'un est atteint par une maladie ou qu'il y a d'autres symptômes ou ce qu'on peut voir les symptômes comme la sclérose en plaques, par exemple, là, c'est facile de mieux comprendre la personne, de vouloir les aider. Mais quand que c'est de la douleur, c'est vraiment pas la même chose. Puis quand que j'ai dû vivre une maladie qui me mettait à terre, qui était tellement douloureux, où ce que j'en faisais des convulsions puis que j'en perdais connaissance, je me suis dit, OK, je dois en parler. Je dois conter au monde mon histoire. Parce qu'il y a du monde qui souffre de la fibromyalgie, par exemple, qui est une autre maladie qui est très mal entendue, où ce que le monde, désolée, je cherche mes mots en français un peu, mais qui... Allez-y. Ça, c'est un autre symptôme de ma médication. Ça me fait oublier les mots beaucoup.
Ça va mieux maintenant que je suis sur moins de médication, mais j'ai encore beaucoup de difficultés. Mais c'est comme si on les met en dessous du tapis. Là. En fait, qu'on les mettait de côté, là, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, okay. Puis c'est pas traité ni vu de la même manière. Puis ça rend la vie tellement plus difficile pour ces personnes-là. Déjà qui souffrent de des douleurs tellement incroyables qui ont de la difficulté à faire des choses normales que n'importe qui devrait être capable de faire. Que là, ensuite, ils ne reçoivent pas l'attention et les traitements qu'ils devraient. C'est pour ça que je me sens vraiment obligée de pouvoir partager mon expérience. Si je suis capable et si je suis capable d'aider n'importe qui que je peux en partageant mon histoire, moi, je vais le faire. Bien, Salomé, merci de ton témoignage. Et on va te souhaiter une bonne santé, du succès dans tes études. Et je suis sûr que tu seras un médecin vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Salomé, de t'avoir prêté à cette entrevue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu et merci de m'avoir donné la chance de partager mon histoire. Un grand plaisir. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et Lisanne Richard. À Lisanne, pour la première de Sport Express, 2 belles rencontres. Ah, vraiment, Marie-Claude Lapointe et Joanne Legrand, une superbe émission. Ah, vraiment. Manquez pas ça. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Dans quelques semaines aura lieu la semaine de prévention du suicide. En fait, c'est du 1er au 7 février. Pour nous en parler, on a la directrice générale du Centre de crise de prévention du suicide de Haut-Richelieu-Rouville, Mme Myriam Lafond. Madame Lafond, bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, qu'est-ce que vous souhaitez mettre de l'avant dans cette semaine de la prévention du suicide? Qu'on existe, qu'on est là. Pour toute la Montérégie, au niveau de la ligne d'intervention téléphonique, on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le temps des fêtes, on était présents. Puis ça a apparu aussi parce qu'on a été très sollicités. Puis tant mieux, les gens nous appellent, viennent nous voir. Et c'est juste ça qu'on veut encore plus mettre en lumière pendant la semaine de la prévention suicide. On veut vraiment encore plus démontrer qu'on est là. Ouais. Avant de s'y attarder à cette semaine-là, donc vous avez parlé du temps des fêtes. Est-ce que ça a été une période plus difficile cette année que par les années passées? Ou c'est toujours une période difficile, mais... Bien, ça dépend de chaque année, mais cette année, on a été sollicités. Les gens avaient besoin qu'on soit là, puis je pense qu'on a répondu à l'appel. On a eu quand même plusieurs appels et plusieurs interventions, effectivement. OK. Le thème de cette année, c'est tendre la main, soutenir l'espoir. Peut-être nous parler un peu plus de ce que ça veut dire exactement là, comme thème. Oui. Bien, tendre la main, ça veut dire qu'il faut être là, attentif aux gens qui nous entourent. Puis des fois, les signes ne sont pas tant évidents, mais de poser la question, de juste être présent pour l'autre personne, tendre la main pour justement... Des fois, on a juste besoin de rallumer cet espoir-là chez la personne en lui donnant de l'écoute, en lui donnant une présence ou juste en donnant notre numéro de téléphone aussi. Mm-hmm. C'est ça, parce que je vous ai déjà reçu, on a parlé de cette situation-là et on s'en aperçoit de plus en plus comment c'est important d'apporter une importance à la personne que le côtoie, parce que souvent, il y a des signes qu'on peut saisir. Ces personnes-là ne sont pas nécessairement ouvertes à le dire immédiatement, mais il faut saisir ces signes-là là, de désespoir, peut-être, qui pourraient les aider à s'en sortir. Oui, parce que les signes ne sont pas toujours évidents. Non. Puis, on ne veut pas s'imaginer que la personne est rendue à penser au suicide, mais des fois, elle n'est pas nécessairement rendue à penser au suicide, mais le désespoir est là, puis ça prend juste une petite tape dans le dos pour que l'espoir revienne, et c'est ça qu'on veut offrir. Oui. Pendant cette semaine-là, donc, vous allez préparer différentes activités là, pour la population. On va y aller avec quelques-unes. D'abord, il va y avoir les tables thématiques là, dans les bibliothèques. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que les bibliothèques embarquent depuis 2 ans avec nous, 2 ou 3 ans. Là, ils font des tables thématiques
Oui, concernant la prévention du suicide, mais aussi sur comment prendre soin de soi. Entre autres, le livre de Marc-André Dufour sur se donner le droit d'être malheureux. C'est un livre qui fait du bien. On n'est pas obligé d'être toujours up la vie. Il y a des moments où est-ce qu'on a le droit de mal aller, puis il faut se le permettre, puis se donner de la douceur. Donc, c'est des livres qui font du bien aussi. Oui. Ouais. Il y a la journée tatou aussi là, que vous tiendrez là, durant cette semaine-là. Oui, c'est un événement, c'est le point-virgule. Donc, on a des tatoueurs qui offrent le point-virgule, dans le fond, aux gens, selon une contribution, c'est sûr. Là, il y a des frais reliés à ça, mais c'est vraiment très symbolique pour beaucoup d'endeuillés par suicide ou des gens qui ont pensé au suicide, qui n'ont pas mis un point final à leur vie, mais un point-virgule, c'est vraiment se donner une pause, se donner le droit de moins bien aller, mais de ne pas mettre fin à sa vie. Oui, parce que ça, c'est un service important, ça aussi. On en a parlé, mais c'est important d'y revenir, là, de l'aide à ces familles-là qui ont perdu quelqu'un, malheureusement, par le suicide. Oui. Oui, on offre beaucoup de services pour les endeuillés par suicide. Donc, le point-virgule devient très symbolique pour ces gens-là de se rappeler les gens qui ont perdu. Donc, oui, on offre à tous les ans l'événement tatou. Oui. Ouais. Il y a la journée de bien-être avec les partenaires aussi là, qui se tiendra. Oui, notre mandat qu'on se donne au Centre de prévention suicide, c'est qu'on fait de la prévention suicide avec des partenaires, avec des gens qui sont impliqués dans le milieu, qui nous donnent accès à des gens qui vont moins bien. Donc, on veut prendre soin de ces partenaires-là qui œuvrent très fort aussi auprès de la population. Donc, on leur offre une journée de bien-être avec différentes thématiques, avec un humoriste aussi, une humoriste qui va venir faire du bien à l'âme aux intervenants qui donnent à chaque jour à la population. Oui. On a parlé du temps des fêtes, mais quelle est la situation dans le Haut-Richelieu? Est-ce que vous recevez de plus en plus d'aide? Est-ce que vous sentez que les gens ont de plus en plus besoin de parler, de se faire aider dans cette situation-là? On ne se cachera pas qu'on est en grande augmentation d'interventions à chaque année, mais cette année va être quand même un bon record pour les chiffres. Donc, oui, les gens ont besoin. Ils font appel à nous de plus en plus. Donc, juste présentement, on est rendu à pas loin de 30 000 interventions pour l'année, depuis le 1er avril 2025. Donc, vraiment, on est sollicité. La population du Haut-Richelieu-Rouville a besoin vraiment d'être supportée. Ils font appel à nous. Donc, on est reconnus. On travaille très fort avec les partenaires pour être à la bonne place au bon moment pour les gens qui en ont besoin. C'est quand même beaucoup, mais il y a quelque chose de rassurant là-dedans, c'est que les gens ont peut-être tendance maintenant à en parler plus facilement de leur détresse, de leurs difficultés, parce qu'avant, peut-être que ces gens-là n'auraient pas eu le réflexe d'aller chercher de l'aide. 30 000, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peut-être rassurant de voir que ces gens-là vont chercher de l'aide? Bien, j'aime beaucoup penser que c'est très rassurant, effectivement, parce que ça veut dire qu'on est plus visible, que les gens ont moins peur de demander de l'aide, que peut-être que le suicide est de moins en moins tabou aussi. Donc, les gens sont plus à l'aise d'ouvrir sur leur détresse et sur leur besoin d'être accompagnés dans ces moments-là de leur vie. Oui, parce que... à la base, les gens ne pensent pas à ça, mais il y a des événements peut-être qui arrivent soudainement. Ces gens-là tombent dans une espèce de détresse psychologique et ont peut-être juste une petite pensée de dire, bien, c'est peut-être la solution. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher de l'aide. Si ce n'est pas auprès du centre du suicide, ça peut être par n'importe quel professionnel qui peut aider ces personnes-là à s'en sortir. Effectivement, on n'est pas les seuls à faire de la prévention suicide. Je pense que tous les gens qui travaillent auprès de la population peut offrir ce soutien-là, puis nous référer aussi aux besoins. Mais effectivement, les gens... Moi, je dis toujours, on travaille en prévention suicide. Vaut mieux pas attendre d'avoir des idées suicidaires puis d'appeler avant. Ben oui, mais je pense pas au suicide, je devrais pas vous appeler. Ah oui, c'est une bonne idée parce qu'on va tout faire pour pas arriver aux idées suicidaires. À cette réflexion-là. Oui, et voilà, pour pas que ça devienne dans les pensées. Donc, tant mieux si les gens nous appellent avant. Puis, vous n'êtes pas obligé d'avoir des idées suicidaires pour nous appeler, pour avoir accès à nos services. On est là. On veut être là. Oui. Est-ce qu'il y a plus est-ce que ça touche plus d'hommes que de femmes, ces pensées-là?
statistiquement, c'est plus les hommes qui se suicident. Ouais. Au niveau de la pensée, on ne sait pas si les hommes pensent plus ou que les femmes. Mais les hommes passent plus facilement à l'acte. À l'acte, oui, ils ont des moyens plus létaux pour passer à l'acte. Donc, c'est sûr et certain qu'on est très proactif avec les hommes qui nous appellent. On est rapidement en train d'installer un filet de sécurité pour eux. On n'attend pas qu'ils nous disent noir sur blanc, qu'ils pensent au suicide. On détecte rapidement, on va au-devant, puis c'est important parce qu'on le sait qu'ils attendent, les hommes attendent longtemps avant de demander de l'aide. Oui, c'est ça. Puis pour avoir fait quelques entrevues là-dessus, les hommes, on dirait, n'ont pas l'impression qu'il y a beaucoup d'aide pour eux. Ouais. Les femmes ont peut-être plus cet instinct-là de demander de l'aide, alors que les hommes, souvent, les hommes pensent qu'il n'y a rien qui est fait pour eux, alors que c'est tout le contraire. Et ça existe et il faut juste faire les premiers pas et aller de l'avant. Oui, puis nous, comme on le sait que c'est les hommes qui se suicident le plus, on a une approche avec les hommes qu'ils ne sont pas obligés de faire les premiers pas, on va les faire aussi. On peut aller vers eux. Différente, oui. Bien, une approche différente et en même temps, les hommes vivent les mêmes émotions. C'est juste que parfois, ils n'ont pas la même façon de les exprimer que les femmes et c'est bien correct. Nous, on est bien à l'aise avec ça. On apprécie aider les hommes aussi. Bon, justement, là, pour terminer l'entrevue, peut-être mentionner s'il y a un numéro de téléphone que les gens peuvent contacter si jamais ils souhaitent obtenir de l'aide. Oui, bien partout au Québec, c'est le 1-866-APPEL, donc 1-866-277-3553, ou pour le Haut-Richelieu-Rouville et la Montérégie, c'est le 450-348-6300 ou le 1-866-APPEL aussi. C'est ça. Puis la semaine de la prévention là, va sûrement aider à faire connaître vos services et à permettre à la population, justement, d'en savoir un peu plus sur les services que vous offrez à la population. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.